Salam alaikum Zulf Laoun. Bonsoir. L'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, a fait réagir la presse algérienne par rapport à son message publié mercredi sur X Twitter, annonçant le blocage par l'Algérie des importations françaises. Pour remercier la France, l'Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Nous sommes décidément aveugles, a-t-il écrit, en reprenant un document non authentifié qui circulait depuis mardi sur les réseaux sociaux sur la suspension du commerce avec la France. L'Algérie a démenti ces informations, faisant état de la suspension du commerce avec la France suite aux allégations mensongères colportées par l'ancien ambassadeur de France à Alger dans son délire haineux et coutumier à l'égard de l'Algérie au sujet de prétendues mesures restrictives au commerce. La cellule de communication auprès du Premier ministre tient à apporter un démenti catégorique à ces informations erronées et totalement infondées, a déclaré le Premier ministre dans un communiqué publié via l'agence officielle l'APS. Après l'APS, le quotidien algérien Le Soir d'Algérie a titré sur sa première page « Il ne rate aucune occasion de s'attaquer à l'Algérie ». Qu'est-ce qui fait baver Driancourt? La question a été posée. Pourquoi donc les sorties de l'ancien ambassadeur français font réagir le régime en Algérie? Alors, il faut rappeler que M. Driancourt n'est pas en fonction. Il ne représente que lui-même. Et pourquoi un pays comme l'Algérie, une force de frappe, est si fragile et susceptible aux propos d'un ancien ambassadeur? Et pourquoi la presse algérienne est aux ordres? Nous débattrons avec nos invités sur ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, le régime règle ses comptes avec l'ancien ambassadeur français. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio M. Adel Abdelrahman Khalef, consultant international en TIC, donc télécom, information, communication, bancaire et économie. Il est avec nous dans le studio. Très ravi de l'avoir avec nous. Adel Abdelrahman Khalef, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici avec vous. Barakallahu fik. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir, Zoul. Merci de l'invitation. Mes salutations aux invités. J'espère que notre débat soit fructueux. Merci beaucoup Karim Tabou. Ad, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, votre réaction par rapport donc à cette information qui a été circulée sur les réseaux sociaux, mais qui a été reprise aussi par des médias français, quelques médias internationaux, mais aussi donc surtout par Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger. La presse algérienne a réagi, les autorités algériennes ont démenti cette information par rapport à cette affaire. Écoutez, personnellement, je pense autant que vous-même, ainsi que beaucoup d'autres personnes, il y a une chose qui me surprend particulièrement. D'abord, vous l'avez bien mentionné vous-même à votre introduction, il faut rappeler que M. Xavier Driancourt est un ancien ambassadeur. C'est un diplomate qui n'est plus en fonction. Donc je ne comprends pas personnellement cette agitation générale de la presse algérienne vis-à-vis des paroles d'un individu qui n'est plus en fonction, qui n'engage pas la République française dans ses paroles. Bon, maintenant, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est là à parler de cette façon, je pense qu'il y a un agenda derrière.
Bien sûr, il y a des gens qui sont beaucoup plus prudents et qui n'apparaissent pas. Peut-être éventuellement c'est dans leur ordre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Monsieur Xavier Drioncourt, même s'il parle que pour lui-même, même si ses paroles n'engagent que lui-même, il n'en demeure pas moins que ça reste un diplomate chevronné, très expérimenté. C'est quelqu'un, il peut être bon ou mauvais pour l'Algérie, on ne peut pas lui enlever le fait que ce soit un diplomate très chevronné. Donc je pense que si ce bonhomme est arrivé au point de parler, de dire, je ne pense pas qu'il dise n'importe quoi. Donc il doit y avoir quelque chose qui se cache derrière cela. Maintenant, ce qui me surprend maintenant... Donc, très rapidement, donc vous pensez que cette note existait? Alors... Qui faisait bien sûr... cette note disait qu'il y a une rupture des relations commerciales entre Alger et Paris. Bon, je pense que quand on parle des relations entre Alger et Paris, nous parlons précisément ici des relations économiques de commerce. D'accord ? On ne parle pas de diplomatie, on parle de commerce, précisément. Je pense que les premiers à indiquer une éventuelle cessation d'activité seraient les banques. Bon, moi, je n'ai vu aucun communiqué des banques. Maintenant, encore une fois, si ces paroles sont sorties, ce n'est pas pour rien. Il a dû y avoir une réaction du côté d'Alger qui a fait que les événements se sont accélérés. Maintenant, nous sommes en train de vivre une surenchère médiatique de part et d'autre. Mais moi, ce qui me surprend maintenant, c'est la réaction d'Alger par rapport aux déclarations de M. Drioncourt. Le démenti d'Alger vient de la part du Premier ministre. Je ne comprends pas pourquoi Alger a besoin de faire appel à un grade aussi élevé dans le gouvernement, qui est le Premier ministre, pour démentir une information qui éventuellement serait infondée. Éventuellement. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances, même pas. À la limite, c'est le rôle du gouverneur de la Banque d'Algérie ou c'est le rôle du ministre des Finances. Oui, pourquoi aller demander au Premier ministre qui a un poste très élevé? Donc je ne comprends pas pourquoi notre État, l'État algérien, utilise un homme très hautement gradé pour démentir une information d'un individu qui n'est pas en fonction. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'un côté. D'autre part, d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le système financier algérien, dans la façon de gérer les affaires économiques de l'Algérie, commerciales, etc. Vous voyez que l'Algérie vient de faire un demi-tour par rapport à sa position avec l'Espagne. Au final, on n'a rien gagné avec ça. On a tout arrêté avec l'Espagne. On revient vers l'Espagne. Et entre-temps, l'Espagne n'a pas changé sa position vis-à-vis de la raison. Voilà, à l'époque, jadis, c'était la cause que notre gouvernement ou l'État algérien utilisait comme socle, comme base, pour évoquer une brutale cessation des activités commerciales avec l'Espagne. Donc maintenant, on revient vers l'Espagne comme si de rien n'était, c'est tout va bien, Madame la Marquise, mais par contre, on va s'attaquer à un pays qui est 10 fois plus puissant que l'Espagne. La France. La France. Très bien. Restez avec nous, Adel. Karim Tabou, pourquoi donc cette affaire Karim Tabou a pris toutes ces proportions? La presse algérienne, quand on parle de... je ne sais pas, nos amis de la régie, si c'est possible de nous montrer donc les unes des journaux, le jour d'Algérie, pardon, le soir d'Algérie et Al-Khabar, le journal Al-Khabar, donc des titres qui s'attaquent donc à Xavier Drioncourt. Pourquoi l'Algérie se rabaisse ou se met dans cette position, Karim Tabou? Ça me rappelle le grand artiste algérien, à qui d'ailleurs je profite pour rendre hommage, Mohamed Fellag, qui disait un jour que lorsqu'on voit à la télévision passer des documentaires d'animaux, c'est quelque part il y a des coups d'État en cours. Donc lorsque vous lisez dans la presse algérienne ce genre d'informations, dites-vous qu'il y a des bruits plus importants que l'agitation de simples médias qui, nous les connaissons bien, n'ont pas la liberté de parole, de pensée. Ils sont là comme des instruments qui diffusent
le discours du pouvoir. Et ben, également, plus surprenant que les articles dans ces médias, c'est la réaction, c'est la énième fois de l'agence officielle APS, quand il s'agit d'un débat économique, d'un débat politique, ben, les responsables du pays préfèrent se taire et laisser le travail se faire par des réseaux, par des moyens qui ne sont pas tout le temps des moyens conventionnels. Dans ce pays, même dans d'autres domaines, les nominations dans les hautes fonctions de l'État, on a d'abord la rumeur, on a d'abord l'information qui circule, et puis vous avez la confirmation, ou vous avez, après avoir évalué, entre guillemets, les ballons de sang, on a donc la communication officielle. Ça d'une manière générale. Mais je pense, quand on évoque, et à chaque fois qu'on parle de la relation algéro-française, je pense que les problèmes sont complexes. Les problèmes, ils sont complexes et ce que nous voyons sur le terrain des affaires, du commerce, de l'économie, n'est qu'un chapitre, n'est qu'un module d'un tout qui est complexe, qui est avant tout la crise politique entre Alger et Paris. Et à chaque fois, nous voyons très bien qu'il y a justement notre ami vient de le signaler, quand il s'étend sur les réactions d'Alger et puis la proportion. On ne peut pas imaginer un Premier ministre descendre pour répondre à un ambassadeur qui n'est pas en fonction. Mais là, la situation, je dirais, la crise, elle est encore plus complexe parce que nous avons d'un côté une logique d'État et nous avons de l'autre côté une logique du pouvoir. C'est toute la différence. Lorsqu'il y a une logique d'État, eh bien, chacun dans l'État assume sa part de responsabilité. Ce qui relève des finances, il est assumé par les financiers. Ce qui relève de la politique est assumé par les politiques. Ce qui relève du culturel est assumé par les culturels. Mais malheureusement, dans le cas de la logique du pouvoir, on a toujours tendance à vouloir passer le message politique à travers les relais. Tantôt c'est les relais médiatiques, tantôt c'est les réseaux sociaux, et parfois même on fait recours à des centres de propagande connus pour essayer de passer le message. Souvenons-nous que la décision d'anticiper l'élection présidentielle en Algérie fut prise. Au même moment, on a lu un communiqué du Quai d'Orsay qui annonce la visite d'État du chef de l'État algérien en France qui devait avoir lieu la fin septembre, début octobre. Le lien est vite fait que finalement les autorités françaises étaient les premières à savoir que les élections allaient être anticipées et que donc la visite devait avoir lieu par le chef de l'État en qualité de chef de l'État après les élections et non pas de candidat aux élections présidentielles. Donc vous voyez très bien que nous sommes dans une situation qui fait que cette question économique est au centre, est au cœur d'un problème plus complexe qui est un problème politique. Et au lieu que l'on pose les vrais débats politiques, les vraies questions politiques et qu'on adopte une position claire sur ces sujets, on préfère donc les tergiversations parce que d'un côté, nous n'avons pas les moyens de faire face à nos positions, mais de l'autre côté, il y a une opinion publique locale auquel il faut donc donner un discours, apporter la démonstration que l'Algérie est en train de prendre de l'ampleur, d'avoir la puissance dans ses positions, etc. Donc, manager tout ça va se faire très clairement au détriment du pays, de son image, de son aura, de son économie, de son élite, de tout. Hein. Et nous allons faire face à beaucoup de problèmes qui sont liés au fait que les relations algéro-françaises n'ont jamais été des relations institutionnalisées. Ils ont toujours été, dans la majeure partie, le monopole des services, le monopole des réseaux, le monopole des personnes
qui assez souvent ne sont pas apparents et que l'agitation des médias annonce bien, montre bien que les désarrois, les crises et les malentendus sont tellement profonds. Mais aussi cette cacophonie, Karim Tabou, c'est le flou total. Vous avez parlé d'un côté l'État et de l'autre côté le pouvoir. C'est quoi la différence, Karim Tabou? La logique d'État, d'abord, elle place au centre de ses préoccupations l'intérêt du pays. Et nous avons bien vu que finalement, la France défend ses intérêts, les intérêts de la France. Et partout, ces actions, notamment cette tendance à renforcer sa coopération, son échange, ses relations avec le Maroc, c'est une décision prise par un État qui a décidé donc de prendre cette orientation. Malheureusement, d'abord chez nous, il y a le fait que nous n'arrivons pas à anticiper sur des situations. Toutes les situations qui se produisent autour de nous sont des surprises. Et nous avons un manque criard, sérieux, qui nous coûte très cher en termes de prospective, en termes d'analyse des scénarios probables, autant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Et nous sommes à chaque fois surpris par les choses qui arrivent autour de nous. Et c'est ça qui fait la différence entre un État qui dispose de toutes les institutions et qui lui donne les moyens de manager ses décisions en fonction de ses intérêts, et la nature du pouvoir qui, à chaque fois, les humeurs personnelles, les objectifs éphémères, les prises de position instantanées prennent le dessus sur la logique d'un État censé donc élaborer des stratégies sur le court, le moyen et le long terme, activer des réseaux d'action, mettre en place des centres d'études qui devront produire de l'analyse, de la prospective et qui devront alimenter l'État en matière d'idées, en matière de lecture et en matière d'analyse. Malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes devant des responsables qui agissent sur l'émotion, qui agissent sur le coup, et on voit très bien qu'on n'a pas vraiment une logique d'État au sens propre du terme. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Avant de vous donner la parole à Adel, on va écouter donc ces déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français de France à Alger. On va l'écouter donner son avis sur ces relations algéro-françaises. Et puis aujourd'hui, à nouveau, donc voilà, on passe d'un extrême à l'autre, d'un cap à l'autre. C'est ça qui est... je trouve qu'il faut garder une ligne continue, une ligne de fermeté, je dis, vis-à-vis de l'Algérie. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai écrit, et je l'ai dit à mon retour d'Alger. Mais il ne faut pas changer de ligne politique tous les 3 mois. Mais... voilà, on n'a pas de cap en matière de politique étrangère. Regardez, il y a 2 mois, il y a 1 mois, la France a pris position pour le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. L'Algérie se fâche, rappelle pour la 4e fois son ambassadeur à Paris, qui aura fini par passer plus de temps à Alger qu'à Paris durant son mandat, puisqu'il a été rappelé déjà 4 fois. L'Algérie se fâche, rappelle son ambassadeur à Paris, et puis malgré ça, le président de la République envoie ce message de félicitations au président Tebboune, qu'il n'avait pas besoin d'envoyer avant la proclamation des résultats. Il envoie une de ses collaboratrices pour porter une invitation à Tebboune. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Je sais que vous avez souri, Adel, mais on va regarder aussi ce passage, toujours donc, de Xavier Driancourt, par rapport donc, à la politique intérieure en Algérie.
algérien est quand même une boîte noire, donc on ne sait pas très bien quels sont les rapports de force. Il y a un dénominateur commun à ces différentes factions, c'est la critique, le discours anti-français. Rappelez-vous, le président Macron l'avait dit à plusieurs reprises en octobre 2021, la falsification de l'histoire, la rente mémorielle. Donc ça, c'est la matrice qui est, je crois, commune à beaucoup de ces factions. Encore que, il y a un certain nombre de personnes, de groupes, y compris dans la diplomatie algérienne, qui disent que, et qui pensent qu'avec la France, il ne faut pas regarder toujours en arrière, dans le rétroviseur, mais il faut établir voilà, une relation normale sans être toujours dans la récrimination et dans la critique anti-française. Donc certainement, il y a des groupes, des clans différents qui ont des visions différentes, mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même l'espèce de sclérose de cette diplomatie et de ce système qui est figé sur le monde du XXe. Voilà, donc l'analyse de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français. Mais aussi, Driancourt a donné son analyse du système, de la politique intérieure, comment il fonctionne ce système, et de la position de l'Algérie, donc à l'extérieur, de sa diplomatie. Tebboune aussi, dans des interviews, s'est attaqué à Xavier Driancourt. On écoute Abdelmajid Tebboune. ها هو السفير اللي كنت نحذر فيك منه واللعبه اللي كان يقوم بها هنا في الجزائر. شوف اش راه يقول عليا اليوم. كناش غالطين وما زال الخطر موجود. مازال الناس يوريوهم العسل ومنين يطيح في اليد يلقى كل شيء قطران. إذن الخطر مازال موجود على البلاد. الروح الوطنيه تخليك تعرف صاحبك من عاد. Voilà, Adel, quand on entend Majid Tebboune là, Xavier Driancourt a dressé son analyse de la situation en Algérie, du système politique. C'est pas nouveau puisque Macron lui-même a qualifié le système de politico-militaire. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à la qualification du système. Mais quand on entend Majid Tebboune parler du danger que représente cet ancien ambassadeur français. Est-ce qu'on est arrivé vraiment à ce point-là? Est-ce que l'Algérie, ce grand pays, avec son histoire, est arrivé à un point où un ambassadeur peut dire des choses et qui peuvent représenter un danger pour notre pays? Alors, je pense que le meilleur moyen de qualifier ou de décrire la relation algéro-française, c'est en utilisant une formule qui m'a été donnée par un très bon ami à moi, que je salue. Il dit, les relations franco-algériennes ou algéro-françaises, c'est un mariage improbable et un divorce impossible. Donc, c'est toujours une histoire du chat et de la souris. Un coup c'est bien, un coup par-ci c'est pas bon, un coup par-là c'est la nuit de noces, un coup par-là c'est la crise. On convoque l'ambassadeur d'Algérie à Paris autant de fois. 4 fois, il a dit il passe plus de temps à Alger qu'à Paris. Voilà. Donc il n'a pas eu le temps de visiter Paris. Donc, bon, pour rester un peu réaliste maintenant, je pense que ce que votre invité avait dit tout à l'heure, un peu plus tôt, M. Tabou, il avait dit une réaction des émotions. Moi, je ne suis pas en désaccord par rapport à ça. Je suis actionnaire de ça. Et ce qui démontre ceci, c'est que... Ça veut dire que la politique étrangère est gérée par les émotions. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ben oui, parce qu'il y a... vous savez, quand on est un diplomate, quand on est quelqu'un qui est à la tête d'une grande machine, de la taille extraordinaire de la République algérienne, notre pays est un grand pays, notre peuple est un énorme peuple, et notre histoire est extraordinaire. Quand on est à la tête d'un pays comme ça, on ne peut pas réagir sur la pulsion. Il y a la pulsion qui fait revenir, il y a maintenant la pulsion qui veut faire sortir l'Algérie de la France. Or, il ne faut pas oublier une chose. Si il y a un problème commercial entre l'Algérie et la France et que ce problème devienne
de plus en plus sérieux et s'aggrave, nous allons nous retrouver dans un gros blocus économique, mais qui ensuite, c'est l'effet boule de neige. Nous pouvons arriver à une situation qui va s'aggraver. Maintenant, ben écoutez, imaginez un peu le préjudice financier que ceci va causer d'un côté comme de l'autre. Devrais-je rappeler qu'il y a 7 millions d'Algériens en France? Absolument. Devrais-je rappeler que ces gens-là rapatrient beaucoup d'argent en Algérie chaque été? On a envie de bloquer ces gens-là? Donc, je pense pas que je pense que les gens ne mesurent pas vous savez, pour mesurer la densité ou la dimension d'un homme, il faut voir quelle est la taille des problèmes auxquels il fait face. Aujourd'hui, nous avons un dispositif au niveau de la présidence de la République qui arrive à facilement créer des problèmes diplomatico-économiques avec beaucoup de pays. On a un laps de temps très court. L'Algérie a eu beaucoup de problèmes avec la France dans le passé, mais sur une durée de 30 ans, 40 ans. Là, le nombre de problèmes qu'elle a en 4-5 ans est supérieur aux problèmes qu'elle a eu pendant les 20 ou 30 dernières années. Donc clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien ça ne va pas du côté d'Alger, ou bien ça ne va pas du côté français. Bon, maintenant, vous me posez la question, vous me dites, est-ce qu'on n'a pas vu le danger venir? Bon, moi je ne pense pas qu'il y a un danger particulier, parce que s'il y avait un danger particulier, on ne l'a pas vu. Je reviens encore une fois, et d'ailleurs j'ai mentionné ça de par le passé, et je reviens sur votre invité, M. Tabou, il a mentionné tout à l'heure, et j'ai dit ça, la veille économique, j'ai parlé de la veille économique, mais la veille diplomatique. Il faut qu'il y ait une élite en Algérie capable de voir les choses venir. On a un problème d'intelligence en Algérie, je ne cesserai jamais de le répéter. On a un problème de qualité de services de renseignement qui ne sont pas suffisamment libres pour leur permettre de donner c'est pas l'armée qui donne à la présidence ce qui va se passer dans un mois, dans une semaine. C'est le renseignement, c'est l'intelligence. C'est grâce à l'intelligence qu'un pays anticipe. L'anticipation est la colonne vertébrale de l'intelligence. Donc s'il y avait un problème, donc on n'a pas vu. Donc si on n'a pas vu, c'est qu'on ne sait pas quelle est la forme de notre ennemi, de notre problème. Il a fallu que M. Driancourt émerge, et maintenant, soudainement, nous savons que le problème, c'est Driancourt. C'est pas autre chose. Donc, on n'est pas armé à voir ce qui arrive, on ne comprend pas ce qui arrive. Par contre, sur la base de raisons qui ne sont pas encore exposées publiquement, on dit, ah bah tiens, bon ben, on va créer un problème avec la France par rapport à nos échanges économiques. Moi, je pense que de toute évidence, et là, ça se voit comme une vache dans un couloir, il y a un gros problème de gestion au niveau de la présidence, il y a un problème de gestion de la communication, il y a un problème de gestion des affaires économiques, il y a un problème de gestion des affaires diplomatiques. Il y a quelque chose qui ne va pas, et ça, c'est clair, c'est évident. Très bien. Et là, on va revenir aussi sur les déclarations de Xavier Driancourt qui a parlé donc de la situation diplomatique avec l'Algérie. Il l'a qualifié sans vision. On l'écoute. Il y a une politique menée au jour le jour, sans perspective, et encore une fois, Pourtant, les diplomates algériens que j'ai fréquentés, ceux que je connais, les ambassadeurs algériens à Paris, à l'ONU, il y a de grands diplomates algériens qui s'expriment avec beaucoup de force et de conviction. Mais c'est le système diplomatique, politique qui est encrassé, et il y a effectivement un manque de vision et une vision très, très rétrécie, très court-termiste vis-à-vis de la politique étrangère. Il n'y a pas de projection sur le long terme. Karim Tabou, il n'y a pas de projection sur le long terme, il n'y a pas d'anticipation. Qui est responsable de cette gestion? Est-ce qu'on peut parler de la responsabilité de la présidence, dont Abdelmajid Tebboune? Qui sont les responsables de cette gestion, d'après vous? Je pense qu'on est en train de dire la même chose avec des termes différents. En fait, moi, je disais qu'il y a une logique du pouvoir et non pas une logique d'État.
Parce que la logique d'État, d'abord, elle est cohérente, elle est complémentaire. On met au service de l'État l'intelligence, l'université, les centres d'études, etc. Et effectivement, un grand service de renseignement tourné vers la recherche de l'intérêt du pays, le renseignement économique, le renseignement technologique, mais nous ne sommes pas dans ce niveau de compréhension. Dès lors qu'à la tête du pouvoir, que le personnel politique qui gère le pays n'est pas dans ce temps, n'est pas dans cette vision, n'est pas dans ces mots. Et il y a une logique qui fait qu'au niveau de la présidence ou au niveau des centres politiques qui décident de tout cela, comme une obsession à vouloir d'abord montrer à une partie de l'opinion publique l'enracinement de l'Algérie dans un certain nombre de considérations, parfois même idéologiques, etc. À chaque fois, comme si le pouvoir doit apporter la démonstration qui n'a pas de connivence avec la France, et les uns appellent rente mémorielle, d'autres l'appellent usage excessif de la légitimité révolutionnaire, et parfois on ne tire les sujets qui nous lient à la France que dans des occasions politiques, parfois politiciens, la veille d'une élection, lorsqu'il y a un débat, mais nous n'avons jamais posé le débat d'une manière sereine, dans une perspective diplomatique, politique réfléchie. Et nous avons un vrai problème dans ce sujet-là. Je cite un exemple très simple. Même si on ne le dit pas, il y a des cercles à Alger qui veulent, d'une certaine manière, passer le message que l'ancien ambassadeur français en Algérie a une tendance, une préférence pour le Maroc. Et donc, il fait partie des personnes qui sont soupçonnées par Alger de travailler pour renforcer la coopération franco-marocaine. Et il existe, et c'est possible que ça soit vrai, parce que c'est un fonctionnaire qui se met au service de son État. Mais nous ne sommes pas capables d'imaginer que si la raison principale pour laquelle nous avons été contraints d'avoir une crise diplomatique majeure avec l'Espagne, et cette fois avec la France, avons-nous pensé un jour qu'il est probable que la position de l'Espagne et de la France se généralise aux pays de l'Europe? Et à ce moment-là, sommes-nous prêts à assumer une crise diplomatique majeure avec tous les pays de l'Europe, sinon la majorité des pays de l'Europe? Et notre ami vient de le dire, c'est-à-dire qu'on a mené une bataille avec l'Espagne, maintenant nous sommes en train de gérer une crise, de provoquer une crise avec un pays encore plus puissant que l'Espagne. Donc à ce moment-là, est-ce que le calcul politicien prendra le dessus sur la logique de l'État, les intérêts de l'État, et surtout sur la capacité, notre capacité à nous situer dans les enjeux régionaux, dans les enjeux futurs? Et là, ça pose un problème de gouvernance. Lorsque la décision politique n'a jamais obéi à une logique de mise à contribution de l'université, de l'élite, de notre diaspora, de tous les avantages que nous avons, eh bien, nous allons nous retrouver avec des décisions. Moi, j'ai entendu un petit entretien de l'ambassadeur d'Algérie en France qui essaye d'expliquer sa situation. J'ai entendu dire que c'est lui qui sait, c'est lui qui décide, c'est lui qui va voir, c'est lui qui va nous donner ce que nous allons faire. Eh bien, il y a un problème dans la manière dont on conçoit la politique de l'Algérie vis-à-vis de la France et vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire, ça démarre d'une logique personnalisée. On attend le chef de l'État qui nous dise quoi faire.
Et le chef de l'État, dans ses entretiens périodiques avec la presse, on sent très bien que dans ses réponses, dans ses propos, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de données fiables, il n'y a pas de dossiers qui sont vraiment étudiés et bien présentés. On est toujours dans l'approximatif et on est dans l'improvisation. Et la diplomatie, l'économie, la politique ne se gère pas par l'approximatif et par l'improvisation, elle se gère par des études, par des analyses de prospective. Mais Karim Tabou, du côté aussi de l'autorité algérienne ou du régime algérien, ils vous diront que c'est le prix à payer quand on défend les causes justes. Oui, la première cause juste serait de redonner à l'Algérien d'abord sa dignité, son image. Et on vient de le citer, 6 millions environ d'Algériens qui vivent en France, qui vivent à l'étranger. Ben, ces gens-là devront sentir que leur pays leur donne la possibilité de participer, d'y contribuer, d'être utile pour le pays. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'université algérienne, son État, son implication dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale, l'inexistence d'un débat avec la société, l'impossibilité d'engager, j'allais dire, un échange serein sur le terrain pour essayer de trouver les meilleures formules, les meilleures visions possibles, ben, c'est le tout qui fait que le système de gouvernance en Algérie est un système qui est tourné vers l'unicité de pensée, la centralité qui dépasse les limites, avec une fermeture quasi totale à l'idée contraire. Et lorsqu'on s'entête à ce niveau de responsabilité, à croire ses propres mensonges, à croire ses propres, j'allais dire, approximations, et ben, on se retrouve dans le délire. Nous sommes dans le délire. Très bien. Nous sommes dans le délire, vous êtes en train de dire, Karim Tabou. Adel, on va écouter dans ce passage les déclarations aussi de Xavier Driancourt, qui a parlé d'un isolement diplomatique de l'Algérie. Pourquoi? On l'écoute. La guerre civile, avant la décennie noire, l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. On disait le rôle que l'Algérie avait joué comme médiateur entre l'Iran et les États-Unis, le nombre de sommets africains ou autres qui se passaient à Alger. Et aujourd'hui, plus personne ne va à Alger. Il y a juste le président du Venezuela, l'Iranien. Voilà, ce sont les seuls qui vont faire une escale à Alger. Et diplomatiquement, regardez la carte de l'Algérie. L'Algérie est brouillée à l'ouest avec son voisin marocain, avec une escalade dans la dégradation des relations. Rupture des relations diplomatiques depuis déjà plusieurs années, rappel de l'ambassadeur, fermeture des frontières, etc. Et puis une escalade continue. Il y a quelques jours à Tokyo, pour une réunion de l'ONU, il y a eu le délégué marocain et le délégué africain qui en sont venus au Sahel, qui sont un peu les pays de l'arrière-cour de l'Algérie. Les relations ne sont pas bonnes avec le Mali. Et Wagner et la Russie jouent un rôle un peu ambigu. C'est pour ça que la relation avec la Russie est aussi quand même très compliquée et pas aussi simple que cela. Et puis à l'Est, en Libye, l'armée du maréchal Haftar est en train de descendre vers le sud et elle est soutenue par les Émirats arabes unis avec lesquels l'Algérie n'est pas en très bons termes. Donc, sur le territoire, autour du territoire algérien, l'Algérie est entourée de pays Adel, ce constat, bien sûr, est très négatif pour notre pays. Et on l'a vu, bien sûr, pendant le défilé militaire, il n'y avait que le président tunisien Kais Saïd, il y avait le président mauritanien, le président aussi du Sahara occidental ou le représentant du Sahara occidental. Votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu?
Bon, vous savez, on va dire que pour des raisons qui sont très stratégiques à eux, ils veulent peut-être pas, je ne sais pas, en général, le protocole, on envoie des invitations à des hauts responsables, et puis bon, peut-être que certains acceptent, d'autres expliquent qu'ils ne peuvent peut-être pas, je ne sais pas, arrêter une liste. Mais aussi, est-ce que l'Algérie est en train de payer, donc par rapport à ses positions, par rapport à sa position, par exemple, la question Sahara occidentale, sa position par rapport à la Palestine, à Gaza? Ben, écoutez, c'est très simple. Je vais vous donner une démonstration, une preuve, un exemple concret. Je pense que il ne m'a pas semblé avoir lu ça dans la presse, nulle part. Mais je vais vous donner un exemple concret qui est intervenu hier, qui est un parfait symptôme, qui est un problème de vision, qui est un problème de compréhension des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Vous savez que l'Algérie vient de faire appel à l'OTAN pour sécuriser les sites pétroliers. D'accord? L'information est sortie hier. Bon, c'est bien de faire appel à l'OTAN pour ceci, pour cela. En Algérie? Ben oui. Ben, l'Algérie, récemment, j'ai vu ça dans 2-3 papiers, qui sont des papiers quand même assez sérieux, que l'Algérie a fait appel à l'OTAN pour sécuriser les sites pétroliers. Bon. Maintenant, si cette information s'avère confirmée, vous savez que le président fraîchement élu, ou réélu, je ne sais pas comment on peut Trump, vous savez que Trump, lui, son projet, c'est de retirer l'Amérique de l'OTAN et de les laisser il veut les laisser s'autofinancer. Pourquoi? Parce que Trump a une vision du monde qui est complètement différente de celle de ses prédécesseurs. Les autres présidents sont des présidents de guerre. Trump n'est pas un président de guerre. Trump est un président d'économie. Lui, il parle et il réfléchit argent, business. Il veut les intérêts de son pays d'abord et avant tout et après tout. Ensuite, pour lui, après l'Amérique, c'est le reste du monde. Donc là, Trump veut régler ses affaires avec la Chine, avec la Russie. Mais Trump ne veut pratiquement plus entendre parler de l'OTAN. Donc, vous auriez dû au moins attendre quelle est sa position une fois qu'il prend son pouvoir, quelle est sa politique et sa position avec l'OTAN, pour ensuite voir si vous devriez vous approcher beaucoup plus, autant que ça, pour aller les solliciter pour sécuriser les sites pétroliers. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est un rôle que l'armée algérienne peut parfaitement gérer, ça. Pourquoi avons-nous besoin de faire appel à l'OTAN pour sécuriser nos sites pétroliers? Donc vous voyez, il y a un problème de vision. On ne comprend pas ce qui se passe à l'extérieur, on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Un deuxième exemple. Voyez maintenant la déclaration du président russe Poutine, hier. Poutine vient de signer un accord de renforcement de coopération militaire avec la Corée du Nord. Il est en train d'envoyer des signaux à Trump que nous, on veut régler les problèmes avec nos conditions. Donc Trump et la Chine, d'ailleurs, elle-même, a l'intention. Je ne sais pas si vous avez... alors je vais vous dire, vous savez que Taïwan a toujours été un grand problème pour la Chine. Parce que pour la Chine, Taïwan, ça fait partie de la Chine. Absolument. Bon, l'Amérique n'a jamais considéré Taïwan comme une partie, officiellement, comme un État indépendant. Mais eux, ils agissent, ils tiennent le manche au milieu. Ils ne confirment pas que pour Taïwan, ils ne reconnaissent pas comme un truc officiel, mais par contre, ils fournissent Taïwan en équipement militaire, etc. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez Trump passer l'éponge et dire, écoutez, nous, on ne peut plus continuer à aider Taïwan, moi je veux me rallier à la Chine. Mais dans ce cas-là, l'Algérie, pourquoi ne sommes-nous pas en train d'essayer de créer un mouvement diplomatique pour proposer... le président algérien avait, il y a quelque temps, proposé à Poutine de faire la médiation avec l'Ukraine. Mais le problème de la Russie et l'Ukraine ne peut être réglé que par la Russie et l'Ukraine. L'Algérie n'a pas de compétences pour régler ça. Par contre, l'Algérie peut se placer comme un acteur important, d'accord, dans la région, pour être considéré comme on va dire un joueur de diplomatie important, afin que nous ne voyions pas le coup de l'administration américaine qui arrive. Parce que vous savez, Trump, c'est quelqu'un
qui met en exécution ses idées. C'est quelqu'un qui met en exécution ses décisions. Trump ne veut pas entendre parler de la position d'Algérie vis-à-vis du Sahara occidental. Lui, il veut que l'Algérie parte dans son sillage, comme lui conçoit les choses. Je ne dis pas, nous, on est souverains, on a notre position, mais on n'a pas notre souveraineté sur l'économie. On a notre souveraineté sur notre pays, mais on ne l'a pas. L'Algérie a eu son indépendance politique, mais n'a pas son indépendance économique. Nous dépendons du reste du monde. Donc, vous voyez que le système actuel ne voit pas tout ce balai diplomatique. Et encore une fois, Trump n'est même pas en fonction. Alors, et déjà, il provoque tous ces mouvements-là. Mais du côté d'Alger, on est occupé à faire quoi? On est occupé à créer des problèmes avec la France. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Karim Tabou, très très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vous laisse le mot de la fin. Karim, face à cette situation, d'abord, vous l'avez dit, ce manque de vision, il n'y a pas d'anticipation par rapport à la politique étrangère, par rapport à ces changements géopolitiques et par rapport aussi à cette crise politique à l'intérieur. Comment vous voyez les choses? Quel scénario pour notre pays? En tout cas, la meilleure façon serait de s'arrêter, d'évaluer sans complaisance et de faire des révisions différentes. Nous avons besoin dans certaines situations, certains cas, des sujets complexes, nous avons besoin de nous arrêter et de regarder les choses avec beaucoup de sérénité, notamment sur le plan politique. Nous ne pouvons plus continuer à regarder les choses en interne et vers l'extérieur par le seul regard craintif et de suspicion. Le débat dans le pays est presque interdit et les gens ne trouvent pas le moyen d'exprimer une opinion, de participer au débat et de servir, ne serait-ce que dans l'enrichissement de nos idées, de nos débats. C'est le blocage total. Lorsque, sur le plan politique, en termes d'exercice de liberté, nous donnons le mauvais exemple de gouvernance, comment allons-nous donner les garanties au monde que nous allons être un acteur fiable? Lorsque vous voyez la façon dont les choses sont gérées, on change de gouvernement chaque 2 ans, on change de ministre d'Affaires étrangères pratiquement chaque année, et l'instabilité politique est telle que je passe sur la législation, je passe sur le système bancaire, je passe sur les problèmes structurels dont souffre l'économie du pays. Bien que depuis l'extérieur, on regarde l'Algérie comme étant un pays qui a un potentiel énorme, notamment en ressources énergétiques. C'est un pays qui a une rente importante en matière de rentrée du pétrole et du gaz. Mais malheureusement, tout le monde sait, les organismes internationaux le savent, les organismes spécialisés le savent très bien, que nous avons une économie qui souffre de problèmes structurels tels que le chômage, les inégalités sociales, la bureaucratie, la corruption, et puis un secteur informel qui presque représente 50% de l'économie du pays. Le monde le sait très bien que nous avons beaucoup de vulnérabilité sur le plan politique, nous sommes vulnérables sur le plan économique, nous n'avons pas de vision stratégique, nous n'avons pas d'alliés proches géographiquement pour espérer créer des ensembles économiques, des espaces de commerce, etc. Et face à cela, nous avons aggravé notre cas par un système de dictature, par un système qui ne peut pas donner confiance, qui ne peut pas donner des garanties, qui ne peut pas être un modèle à donner au monde. Et quand j'ai cité l'exemple le plus simple, avons-nous évalué les répercussions d'une décision concernant, par exemple, la question du Sahara occidental devant
le ralliement de la France à la position du Maroc et de l'Espagne, et avec la réaction en chaîne qui risque de se produire au niveau des pays européens. Donc il y a des moments où nous avons besoin d'analyser, nous avons besoin de nous remettre en cause, et à commencer d'abord par soi-même, par chez soi. Nous avons besoin de redonner des perspectives démocratiques au pays. Nous avons besoin de redonner espoir à la jeunesse algérienne pour qu'elle ne se jette pas en mer et qu'elle ne va pas chercher le moyen de fuir ce pays. On ne va pas pousser notre élite à l'exil et à l'immigration dans tous les pays du monde. Nous allons devoir manager au mieux nos ressources, utiliser à bon escient les avantages politiques et les avantages économiques, et nous allons aller de l'avant parce que le monde aujourd'hui, il fait que son rythme de fonctionnement, les enjeux qui le traversent, les alliances qui se mettent en place, les équations géopolitiques qui sont là, demandent beaucoup de réflexion, beaucoup d'attention et beaucoup de travail, et malheureusement, on ne laisse même pas le terrain pour y penser, pour agir. Merci beaucoup Karim Tabou. Merci beaucoup Barakallahu Fik. Karim Tabou, opposant politique. Vous étiez avec nous depuis Merci à mon invité ici dans le studio, Adel Abdelrahman Khalif, consultant international en télécom, information, communication, bancaire et économie. Adel. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Tu veux rajouter un petit mot, Adel? Oui, très rapidement. Je veux juste exprimer un point qui est très important pour moi, parce que je suis très patriote et l'Algérie représente tout à mes yeux. Je dis simplement mon conseil aux autorités algériennes, n'oubliez pas une chose. L'Union européenne a une loi et un article. Quand vous vous attaquez à un pays de l'Union, ça veut dire que vous vous attaquez à toute l'Union. Il est le moment pour nos dirigeants de se calmer, de ne plus agir avec la pulsion, de réparer les relations diplomatiques avec le Moyen-Orient, avec l'Europe, et de revoir d'une vision très large les intérêts géostratégiques pour le peuple algérien, toujours pour l'intérêt public, pour le peuple et pour la nation. Il faut jeter la hache de guerre, il faut laisser maintenant la diplomatie de haut niveau que nous avions eu jadis triompher. Très bien. Adel Abdelrahman Khalif, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.